Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. Ici dans les îles, j'ai appris à vivre en harmonie avec la mer, le soleil et le vent. Avec les Polysianes, je me sens protégée. Ma peau est toujours bien hydratée. Les Polysianes, le secret de beauté venu des îles. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 3615 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Sur le front de la Première Guerre, Jennifer Jones est infirmière. Rock Hudson, ambulancier, et leurs chemins se sont croisés. Lieutenant Henry, j'informe le quartier général que vous êtes redevenu apte au service armé. Je t'attendrai. L'adieu aux armes suffira-t-il à sauver leur amour? Allez-vous vous constituer prisonnier ou faut-il que je vous dénonce? Non, jamais. Carabinier, Henry! Pas de peloton pour moi. Pour le meilleur et pour le pire. Vous le saurez lundi à 20h45. Il a les mêmes initiales que John Fitzgerald Kennedy, mais c'est plutôt Citizen Kane qu'on évoque à son propos. Voilà. D'accord. C'est moi qui appelle Monsieur de la Ferrière. Voilà. Bon, ben ça va, c'est pas mal. Attendez, ça. allô? Oui? Oui? Et que moi j'ai fait mon papier pour... Jean-François Kahn est assurément un des journalistes qui ont le plus fait bouger la pensée ces dernières années, bousculant les dogmes, provoquant à la réflexion, inventant des chemins de pensée inédits. Non, ça fait 3 pages, moi j'ai fait 2 feuillets, mais le reste c'est... Il est né le 12 juin 1938 d'un père professeur de philosophie et a lui-même commencé par être professeur d'histoire-géographie avant de se jeter dans le journalisme avec la passion qu'il met à tout ce qu'il fait. C'est à Paris Presse qu'il fera ses débuts, y étant grand reporter de 1959 à 1963, avant d'être envoyé spécial permanent du Monde en Afrique du Nord. 1964 le voit entrer à l'Express. Bientôt, il assure aussi régulièrement une chronique éditoriale à Europe 1, c'est son premier contact avec l'audiovisuel. En 1976, il devient rédacteur en chef du quotidien de Paris, mais pour à peine 1 an. Et, suite de son activité dans l'audiovisuel, il est nommé conseiller pour les magazines auprès de la direction de l'information d'Antenne 2. Bientôt, on le retrouve régulièrement au journal de 20h où il est éditorialiste. Il collabore alors au Matin de Paris, au Nouvel Observateur et à la Dépêche du Midi. Ayant quitté Europe 1 une première fois en 1976, il chronique alors à France Inter. Bientôt, il participe parallèlement à une émission de réflexion politique et sociale à Antenne 2, Question de temps, et à France Inter, il lance une émission de variété consacrée aux trésors oubliés de la chanson française, une de ses passions. L'émission s'appelle Avec tambour et trompette. Un peu plus tard, d'ailleurs, c'est à la télévision, à Antenne 2, qu'il rendra hommage à cet art qu'il ne considère pas comme mineur. L'émission s'appellera Chantez-le-moi. Et puis en septembre 1979, Jean-François Kahn est nommé rédacteur en chef des Nouvelles littéraires. C'est le début d'une aventure journalistique qui sera un exemple pour beaucoup. Kahn a en effet carte blanche pour inventer là un nouveau journalisme à la française où la culture n'est plus cette chose frileuse débranchée de la réalité, où les faits de société prennent en écharpe aussi bien la littérature que le théâtre, le cinéma que la musique, où l'on regarde et analyse la vie avec des angles inédits. En 2 ans, la diffusion des Nouvelles littéraires passe de 10 000 à 75 000 exemplaires. Mais 3 ans et demi plus tard, un conflit d'origine politique entre Philippe Tesson, directeur du journal, et Jean-François Kahn, qui en dirige la rédaction, met fin à cette aventure perçue comme exaltante, non seulement par tous ceux qui y ont participé, mais par tous les lecteurs qu'elle a drainés. Mais 1 an plus tard, Jean-François Kahn devient directeur de la rédaction du Matin. Après l'aventure de l'Hebdo, c'est l'aventure du quotidien.
Elle durera encore moins longtemps. 3 mois plus tard, Jean-François Kahn démissionne. Cela dit, quand il ne démissionne pas des journaux auxquels il participe, il arrive à Jean-François Kahn d'en partir parce qu'il en est remercié, comme on dit, viré, comme il le dit lui-même. C'est ce qui se passe en mai 86, quand Europe 1 interrompt brutalement le débat contradictoire qu'il menait chaque dimanche matin avec Alain Duhamel, sous prétexte de son hostilité manifestée à l'égard de la privatisation de TF1, que le groupe Hachette, qui contrôle Europe 1, souhaite alors racheter. C'est assurément pour être enfin libre que Jean-François Kahn lance à l'automne 84 ce qui apparaît comme le plus audacieux défi de presse de ces dernières années, un grand magazine hebdomadaire capable de rivaliser avec l'Express, Le Point ou Le Nouvel Observateur, mais qui soit uniquement la propriété de ceux qui le font et de ceux qui le lisent. Je crois que c'est pas... L'idée paraît simple, pourtant personne ne l'avait eue avant. Kahn lance une souscription nationale émettant 20 000 actions à 500 francs, avec lesquelles il constitue l'indispensable capital initial de 10 millions de francs. Contre l'avis de tous les Cassandres, ça marche, et l'événement du jeudi voit le jour le 8 novembre 1984. Le succès sera immédiat, dépassant les prévisions les plus optimistes, les espoirs les plus fous de cette petite bande rassemblée autour de Jean-François Kahn, par passion d'un journalisme différent, autant que, il faut bien le dire, par un attachement quasi affectif pour ce fantastique catalyseur de passion. Dès le numéro 100, l'hebdomadaire diffuse à près de 200 000 exemplaires et dégage un bénéfice de 2,5 millions de francs. Au bout de 8 ans bientôt, l'événement s'est affirmé comme un des lieux de provocation à la réflexion, en même temps que de questionnement tous azimuts, un magazine aussi où la culture n'est pas reléguée dans un coin, mais a toute sa place hebdomadaire qui représente près d'un quart du journal. Mais Jean-François Kahn, toujours vibrillonnant, ne se contente pas de ce journal qui pourtant lui prend un temps considérable. Il n'oublie pas qu'il est aussi écrivain, essayiste, pamphlétaire, et les livres s'accumulent d'année en année. De chacun son tour à Complot contre la démocratie, ou à On prend les mêmes et on recommence, avec à l'intérieur cette définition magnifique de Jacques Médecin, inoubliable. On le dit du centre, en sous-entendant qu'il est du milieu. Il fait aussi œuvre d'historien avec Ainsi parlait la France, où il réunit et commente les discours et débats de l'Assemblée nationale quand les députés s'appelaient Lamartine, Hugo ou Jaurès. Ou encore quand il publie le journal de guerre d'un juif patriote en 14-18, c'était son grand-père. Et défilent encore Liberté, Égalité, quand même, La guerre civile, où il s'en prend au fanatisme de gauche et de droite, Et si on essayait autre chose, 5 ans de la vie de Victor Hugo, Les Français sont formidables, où il raconte l'histoire de l'événement du jeudi. Plus ambitieux, il publie en 1989 son esquisse d'une philosophie du mensonge, et l'année suivante, plus inattendu, un volume de poèmes politiques absolument savoureux. On a le vertige quand on esquisse ainsi un semblant de bilan de la vie de ce Don Quichotte monté en permanence sur un ressort, celui de la passion, qui aime le journalisme, la littérature, la chanson, la gastronomie, les voyages, les cigares, les discussions, et pour notre plaisir, puisqu'il va nous en parler pendant toute cette semaine, la musique. Alors Jean-François Kahn, la musique, ça a commencé comment dans votre vie? Comment ça a commencé? C'est-à-dire, ça a commencé sans que j'en sois conscient. Je sais que quand j'avais 4 ans ou 5 ans, j'avais un grand-père qui m'avait appris « Au Magali m'a bien aimé ». Vous vous en souvenez encore? Ah oui, chantez un peu. Magali m'a bien aimé, allons-nous-en sous la ramée, bon, enfin bref, mais j'avais aucune idée que c'était de la musique classique, hein. Pour moi c'était une chansonnette. Donc de Gounod. Et ça a été un souvenir. Mais attendez, je l'ai appris à 4 ans, je m'en souviens. Là, si je vous la chante, c'est parce que je l'ai appris à 4 ans. C'est un souvenir, c'est un rare souvenir que j'ai du jeune âge, alors pour le coup. Ensuite, parce que votre grand-père s'intéressait à l'opéra, à l'opéra. J'en sais rien du tout. Je sais qu'il m'avait appris ça. Mais alors pourquoi ça, je me souviens pas, mais je me souviens, Au Magali m'a bien aimé. Et ensuite? C'est très récemment que je me suis aperçu que c'était Mireille de Gounod. Très longtemps, je n'ai même pas su. Je savais l'air, mais je ne savais pas d'où ça venait. Ensuite, quand j'étais pendant l'occupation, quand j'étais à la campagne, dans une famille paysanne, il y avait le Beau Danube bleu, les valses de Vienne. Ça, bon. Ensuite, c'était quand je suis rentré à Paris, mes parents, quand ils ont acheté pour la première fois un tourne-disque, le premier disque qu'ils ont acheté, c'était en 78 tours, c'est la Symphonie pastorale.
Et ça a été mon premier choc. En plus, c'est de la musique à programme. Donc, il y avait, mon père m'expliquait, il y avait le tonnerre, il y avait le printemps, il y avait le retour des beaux jours, enfin bref. Et ça, c'est pour la première émotion vraiment musicale. Je vais avoir 12 ans. Et à peu près quand j'avais 13 ans, je me souviens, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, le premier concert. Alors, il faut dire que c'était aussi la première fois que je sortais avec une jeune fille. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a joué. Qu'est-ce qui était le plus important? Qu'est-ce qui a le plus joué pour que je m'en souvienne autant, émotionnellement? Et c'était le concerto L'Empereur. Et je garde depuis cette époque une passion formidable pour les concertos L'Empereur de Beethoven. Et d'ailleurs, on s'en rendra compte demain, puisque vous l'avez programmé pour demain soir. Mais je voudrais revenir à une chose que vous venez de dire. Vous venez de dire, mon père m'expliquait la symphonie pastorale. Est-ce qu'il y a eu en même temps donc la découverte de la musique, découverte émotionnelle, et une découverte de connaissances tout de suite influée par votre père? A joué, comme tout le monde, hein, c'est banal, mon père a joué un très grand rôle dans mon éducation musicale de deux façons. La première, il était professeur donc de philosophie, mais enfin une grande culture, et donc il m'a fait écouter Beethoven, Bach. Une des premières choses que j'ai écoutées, je me souviens que le deuxième disque que j'ai écouté après la symphonie pastorale, c'était les concertos brandebourgeois par Munchinger. Ça, c'était le premier disque longue durée, comme on disait. Le long play. Et il m'expliquait Beethoven, Bach, Mozart, enfin vraiment, il y a une pédagogie. Une pédagogie, m'a cité à aimer. Bon, ça a joué un très grand rôle. Cela dit, moi, je fais la même chose pour mon gosse et c'est un échec total. Donc, au contraire. Ça, c'est... Bon. Mon père était en même temps ce qu'on appelle presque, je dirais pas d'une façon caricaturale, parce que c'était un homme admirable, mais bon, par certains côtés quand même, était un intellectuel, qui avait les goûts intellectuels de l'époque, intellectualiste un peu de l'époque. Et c'est-à-dire les quatuors de Beethoven. J'exagérerais à peine en disant que pour lui, la musique, il y avait Monteverdi, il y avait Schoenberg, et qu'entre Monteverdi et Schoenberg, il y avait quand même un grand trou populiste, vous voyez ce que je veux dire. Alors il acceptait les derniers quatuors de Beethoven, oui, bon. Alors l'autre aspect a été la réaction à ça. Et tout en l'admirant beaucoup et en ayant un amour démesuré pour cet homme, c'est vrai qu'en même temps, j'ai très vite réagi contre cet intellectualisme, et donc je me suis mis à écouter, à aimer de force, mais ensuite à aimer vraiment des choses qu'il considérait comme secondaires. Rossini, Puccini... et alors vous écoutiez en cachette? Les symphonies de Beethoven, non. En revanche, Cyrano de Bergerac, c'est tout juste si je ne l'ai pas lu en cachette, parce que pour lui, c'était quand même le début de la bande dessinée, quoi. Et donc, vous avez à la fois une culture très classique qui a été faite par votre père et une culture que vous vous êtes inventée, vous avez butiné. En réaction, voilà. Ouais. En réaction. L'opérette, par exemple, au début, ça a été un peu en réaction. Pour lui, c'était vraiment le... Et comment vous trouviez ces œuvres? Il faut bien avoir accès aux œuvres. J'imagine que c'était pas dans la discothèque de votre père. Alors, où est-ce que vous trouviez des opérettes? Où est-ce que vous trouviez des... Non, mais d'abord, faut pas exagérer. Par exemple, il considérait que Beethoven était vraiment grand que dans les derniers quatuors, mais ça n'empêchait pas d'écouter les symphonies. Ou de me faire écouter les symphonies. Encore une fois, il était pédagogue. Ouais. Il était professeur, donc il me faisait écouter... Mais Rossini et les opérettes, des choses comme ça. Ah non, c'est après, j'ai découvert ça. Rossini, je l'ai découvert. Vous savez, il y a une époque où on ne trouvait pas de Rossini à part Guillaume Tell. Enfin non, à part le Barbier de Séville. Donc ça, c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert les œuvres de Rossini. Et alors ensuite, il y a eu... alors là-dessus est venu un autre phénomène. D'abord, j'ai été immobilisé assez longtemps. Je passais 1 an à l'hôpital, donc ça se prête à écouter de la musique. J'en ai vraiment écouté beaucoup. Et il y a une époque plus tardive, bon, en partie vous l'avez connue, cette période, puisqu'on en a parlé, où j'ai commencé à découvrir des œuvres françaises du 19e, début du 20e siècle. Et j'étais très frappé par le fait qu'il y a là tout un trésor musical qui a été complètement occulté. Et pourquoi, à votre avis? Toujours un peu cet intellectualisme dont je vous parle là. Alors, soit des choses qui étaient très à la mode quand j'avais 14, 15, 16 ans. Je pense à Lalo, je pense à Vincent d'Indy, je pense au poème de Chausson, je pense à des choses... et qu'on disparu. Et je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes qui fait que tout à coup, on écoute des choses et qu'on aime, et puis tout à coup, on n'écoute plus. C'est passé, etc. Bon. Et je me suis dit, mais, puisque j'avais aimé certaines œuvres, je vais les réécouter. Et quand j'ai réécouté, que j'ai trouvé en effet qu'elles étaient belles, je pense au poème de Chausson, par exemple, qu'on n'écoute plus, ou même certaines œuvres de d'Indy, je me suis dit, c'est absurde. C'est absurde, c'est pas parce qu'on découvre quelque chose de neuf qu'il faut complètement oublier. Et puis, il y a eu une recherche à partir de là, de ma part, d'œuvres, en partie lyriques, mais pas que lyriques, d'œuvres qui avaient été complètement oubliées, occultées, et parfois je me suis aperçu qu'on avait raison, et d'autres fois qu'on avait complètement tort.
Et donc je me suis fait un peu, peut-être aussi par nationalisme, parce que très très vite, il m'a semblé qu'en matière musicale, il y avait ce que j'ai appelé un masochisme anti-français. Il y a des domaines où nous sommes chauvins, d'une façon insupportable, nationalistes de façon insupportable. Et en même temps, il y a des domaines où il y a vraiment une espèce de masochisme anti-français, et ça a toujours joué en musique. Berlioz, c'est tout de même extraordinaire, ce refus de Berlioz. Berlioz qui se faisait acclamer en Russie, qui se faisait acclamer en Allemagne, et qui est complètement ignoré en France. Et même quand j'étais jeune, Berlioz était encore ignoré. C'est tout récemment qu'on veut bien admettre qu'il y a un génie de la musique qui s'appelle Berlioz. Samson et Dalila a été créé en Allemagne. Samson et Dalila, qui est pas toute l'œuvre, mais le deuxième acte de Samson et Dalila, qui est une des plus belles œuvres qui ait jamais été écrite. Les deux airs de Dalila qui sont des... Bon, peu à peu, bon, on commence à le dire. Enfin, pendant très longtemps, c'était totalement occulté. Beaucoup de choses, et même des choses encore qu'on ignore complètement. On en reparlera peut-être. Donc, je me suis dit, tout ça est absurde et désagréable. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on Massenet jouait dans le monde entier, était joué dans le monde entier, et pas chez nous. Que les Troyens ont été créés à Covent Garden, jusqu'à il y a quelques années, ils n'avaient pas été créés en France. Que la Juive a été faite en 10 par des étrangers, jamais on l'a donnée en France depuis 50 ans. Enfin, œuvre admirable, la Juive de Halévy, etc. Alors je me suis dit, au fond, c'est une campagne, je trouve que c'est une cause à défendre. Donc, c'est peut-être du nationaliste bêta, mais je crois que la cause est juste. J'ai essayé de défendre et l'opérette, qui est une forme du génie français, et toutes ses œuvres, depuis jusqu'à Louise de Charpentier, qu'on n'entend plus et qui est une œuvre admirable aussi. Et j'ai essayé de découvrir, et quand elle valait la peine, autant que j'ai pu, me battre pour qu'on redécouvre ce type de musique. C'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi d'ouvrir votre programme de cette semaine avec la méditation de Thaïs de Massenet. Oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux chez Massenet, mais Massenet est un exemple où il y a des choses tout à fait admirables. Autour de la, comment ça s'appelle? Pas autour de la petite table. Manon, dans Manon. Dans Manon. Adieu notre petite table. Petite table, c'est une chose tout à fait sublime. Là, dans Werther, il y a des choses tout à fait admirables. Thaïs, c'est une œuvre d'ailleurs d'un bout à l'autre, remarquable. Donc c'est une façon d'évoquer en effet cela. Vous avez le temps avec... Mais cela dit, attention, cela dit, moi je me bats là-dessus parce que je pense que je peux peut-être apporter quelque chose en essayant de défendre ce type de musique. Cela étant, attention, moi je préfère Schubert à Massenet, cela dit pour moi, c'est toujours idiot de dire quels sont les plus grands musiciens pour vous, mais c'est vrai que je place Schubert, je place Wagner ou Beethoven, en effet au Panthéon, c'est pas contradictoire. Bien sûr. Vous avez le temps précisément d'assouvir votre passion. On a vu à travers le portrait de vous qu'on vient de voir que vous avez une activité assez proliférante. Est-ce que vous avez le temps d'aller au concert, d'écouter des disques? Comment s'organise votre vie et quelle est la place de la musique dans cette vie? Alors peut-être à cause de ce milieu, parce que mon père aimait beaucoup la musique, hein, donc j'ai été baigné de cela. Pour d'autres raisons, peut-être parce que j'ai été donc immobilisé très longtemps, que la musique a joué un grand rôle, un peu, pour un peu essayer de me désisoler. Peu à peu, la musique pour moi est devenue quelque chose de totalement essentiel. Alors vraiment, je ne peux pas vivre sans musique. C'est-à-dire, quand je traverse des moments difficiles, c'est la musique qui me permet de tenir, ou de passer dans une autre atmosphère, dans un autre espace, si vous voulez. C'est la musique. Quand je travaille, j'ai besoin d'écouter de la musique en écrivant.